Vous êtes toujours sur JMTV+, et nous sommes toujours à Dubaï où nous recevons. Nous sommes allés rencontrer Dr Séverin Kézeux, inventeur de navigateur au système anti-collision de tout objet mobile et aussi inventeur de quelque chose qui va révolutionner le monde dans quelques jours, c'est Kézan. Alors là, vous prenez ce risque gagnant. Oui, bien sûr, c'est un pari gagnant. Pari gagnant. Maintenant, je veux comprendre. Comment on arrive à la gare. Absolument. Donc, ayant pris ce pari sur l'Internet, les objets connectés, etc., donc ça veut dire extrêmement précurseur. Donc, on arrive à l'an 2000, c'est le boom de l'Internet. Donc, le boom de l'Internet, et je présente la première, je veux dire, les premières applications des grues connectées via le protocole Internet qui évite des collisions et qui sont contrôlées à distance. Et bon, voilà, c'est publié dans Zéro Informatique, le Moniteur, tous ces médias à l'époque. Ça, c'est en 90, en 2000. Donc, c'est les débuts de l'Internet pour le grand public, les années 98, grand public, etc. Et ensuite, maintenant, comment cette personne... on connaît l'Internet pour le grand public, pour les entreprises, ne commence à peine à l'utiliser que pour faire des sites web. Mais lui, il est en train, pas de faire des sites web, lui, il est en train de piloter, contrôler des grues, des engins, les voir à distance, les programmer à distance. Et en fait, on se dit, est-ce qu'il a vraiment... Je ne sais pas, je crois poser de questions. Donc, un matin, moi, je fais mon travail comme tous les jours et je vais au travail avec mon épouse parce qu'elle travaillait avec moi au marketing. Et donc, on va déposer notre première fille à la crèche, donc sur le chemin. Et donc, on passe, et on s'est dit, on avait reçu pendant la veille une convocation à la gendarmerie. Voilà, vous êtes convoqué à la gendarmerie, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un des commerciaux, un des employés qui a eu un PV. Voilà, je me suis dit forcément, c'est un PV, parce que souvent quand il y avait des PV de ce type, la gendarmerie nous appelle et nous demande, on confirme bien qu'effectivement c'est un PV et tout. Bon, après ils m'ont payé. Et donc je me dis, bon, ça doit être encore ça. J'y vais et je dis, on y va, on fait un tour. Comme c'est à côté du bureau en fait, ils sont à 200 mètres, on va passer chez eux et après on passe chez la nourrice, à la crèche et on va au bureau, c'est ça. On y va, on arrive à la gendarmerie avec tous les trois, avec la petite, son maxi cosy à l'époque et on s'arrête, on va au guichet, voilà, on nous a appelé pour le document, la convocation, qu'est-ce qui se passe. Et là, on nous dit tout de suite, on nous sépare de pièces. Donc, elle dans une pièce, moi dans une autre pièce. Votre épouse et votre fille dans une pièce? Ah oui, tout à fait, dans une autre pièce. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, nous y sommes restés. Donc, on nous dit précisément, non, monsieur, voilà, quelques minutes après, voilà, on vous donne vos droits. Ah bon? On vous dit vos droits? Oui, bien sûr, vos droits, vous êtes en garde à vue, c'est vos droits, etc. Voilà, et donc pareil, mon épouse, pareil. Elle aussi? Oui, bien sûr. Mais, donc, je le sais après, elle me l'explique après. Donc, avec le bébé. D'accord. Elle me dit, attendez, j'ai mon bébé, elle a 3 mois, 3-4 mois, mais attendez. Non. Elles sont restées, il était 8h du matin, nous sommes mariés à 8h. Oui. De 8h à 11h, mon épouse, on la libère avec le bébé, bien sûr. Oui, les deux. Avec les deux, on la libère à 11h. Donc voilà, et moi je suis resté jusqu'à 17h. Et en fait, ce qui se passe, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pendant des heures, c'est des interrogatoires. Ça va dans tous les sens. Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je me dis, on vous demande votre identité, où êtes-vous né, qu'est-ce que vous avez fait, le Cameroun, le ceci, la France. On pose des questions qui n'ont
Pas de sens, je ne comprends pas. Non, puisque je ne sais pas pourquoi je suis là, on ne me dit pas pourquoi. Le fait que poser des questions, ça durait. Et si aux alentours, ils étaient deux, ils se posaient des questions, là on revient, etc. Moi je ne comprends toujours pas. Et je vous assure, jusqu'à 16h, je ne comprenais toujours pas. Donc, 8h, 16h. 16h. Ça fait déjà 8 heures de temps. Je ne comprenais pas jusqu'à là. Et c'est là où, vers 16h, j'ai le déclic. Enfin, lorsque il pose certaines questions qui me font comprendre pourquoi je suis convoqué. Et en fait, on essayait de savoir, en fait, si c'était moi qui avait pu avoir une telle anticipation de l'Internet, du protocole et d'une telle invention, qui a pu anticiper une telle invention avant étant si précoce. Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je n'ai pas volé cette invention dans les laboratoires de recherche, notamment à l'INRIA où j'étais, enfin, c'est incroyable. Alors je lui ai dit, monsieur, enfin, quand j'ai compris ça, j'ai tout de suite dit, enfin, il était temps. Vous n'aviez qu'à me poser la question tout de suite. J'ai en fait compris que je suis là depuis le matin pour un seul but, savoir si mon cerveau m'appartient. Bah, vous savez, vous m'aurez posé la question facilement dès le matin. Est-ce que mon cerveau m'appartient? Je vous dirais, écoutez, coupez ma tête, simplement. C'est pas ça. Donc, ils se sont excusés. Au bout de 9 heures. Au bout de 9 heures, ils se sont excusés en me disant, bah, voilà, désolé, nous avons reçu les ordres de très haut. De très haut. Oui. Donc, du département, de la nation? Je ne sais pas, des ordres de très haut, c'est ce qu'ils m'ont dit, clairement. Et donc nous exécutons, nous faisons notre travail, vous ne nous en voulez pas. Donc voilà, très gentiment, bon, voilà, ramenez voilà, vous voulez qu'on vous raccompagne où, au bureau, à la maison. J'ai dit non, ramenez-moi au bureau, parce que je travaille, je suis pas, à 8h j'allais au travail. Il faut que je travaille, donc je suis allé au bureau. Mais c'était marrant parce que les employés, vous savez, j'arrive dans mes employés, parce que j'arrive quand même là au bureau avec accompagné, voilà, escorté bien, bon, je suis en arrière, bon, mais c'est quand même une gendarmerie, les gendarmes, etc. Me ramènent, bon, me serrent la main, s'excusent, etc. de façon très courtoise. Mais bon, j'ai quand même passé 9 heures. Une journée de perdu. Oui, une journée de perdu. Dites-moi, docteur Séverin Quezeux, est-ce que vous avez un jour pensé que ce soupçon de vol, de mon cerveau en fait, est-ce que non, on se demandait, est-ce qu'il n'aurait pas volé cette technologie quelque part dans un laboratoire, vous nous le dire? Oui, mais on ne vole pas une technologie comme ça. Ça veut dire qu'en fait, voilà, donc ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui invente, qui est derrière moi, qui est derrière dans mon entreprise, peut-être quelque part, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais trouvé, peut-être. J'imagine que c'est ça. C'est pas on ne vole pas une technologie comme si je vole une pomme. Non. Mais c'est dans ce sens, pour dire, est-ce que c'est vraiment vous? Donc c'est pas peut-être d'autres. Vous le savez, comme moi, vous vivez en France depuis 1985, ça nous fait d'aujourd'hui 37 ans. Moi, ça fait 20 ans que je vis en France. Vous le savez comme moi, lorsqu'on est noir en France, on est soupçonné de tout. Avez-vous l'impression que c'est parce que vous aviez été noir? Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est... Non, attendez, mais ça c'est évident. Ah oui, en fait, je le leur fais comprendre. Vous savez, j'ai mon franc-parler, et ça je le lui ai dit, je le leur ai dit à ce moment-là. Ils l'ont compris, puisqu'ils se sont excusés. Mais je leur dis, effectivement, c'est pas vraiment de la faute, mais c'est que, vous savez, quand vous êtes noir, en France, je parle en France, c'est dans l'inconscient collectif. C'est dans l'inconscient collectif, ok, en France, ce n'est pas le noir, ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment on évite des collisions. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre le savoir. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment est-ce qu'on fait une opération chirurgicale. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment on crée des logiciels. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment on fait des mathématiques. Mais c'est du n'importe quoi. C'est complètement fou.
de penser ainsi. Mais si, c'est dans l'inconscient collectif, dès le bas âge en fait, au niveau de l'éducation nationale, je parle en France, donc il faut que ça change. Il faut que ça change, c'est une question d'éducation. Cette idée est mise aux enfants. Vous regardez les manuels scolaires, vous allez comprendre quelle est la caricature, qu'est-ce qu'on donne comme image de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc moi ça me fait sourire. Donc je leur dis, oui, c'est dans l'inconscient collectif de la nation. Vous comprenez que je pose une telle question, je vais le dire ici aux téléspectateurs qui ne le savent pas. À l'école de journalisme, mon professeur de rédaction me prédisait que je n'y arriverais pas dans le journalisme. Aujourd'hui, j'ai le meilleur CV de ma promotion d'ailleurs. Comme le dit ma prof, l'une de mes profs, Katia David, que je cite ici, je suis le seul de ma promo qui a rendu tous ses devoirs. Ce qui fait de moi de facto le meilleur, mais on me prédisait. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, parce que je le vis comme vous, et beaucoup doivent le vivre. Bien sûr. À Jean-Paul Mounet qui vit à Nantes, ce qu'il y vit. Ses enfants ont été placés sans enquête de voisinage, parce qu'il est noir. Vous voyez le truc? Voilà. Donc, sa femme qui est blanche, on a essayé, les instances sociales ont essayé de l'amener à accuser injustement son mari, pour qu'on la place avec des enfants dans un bon truc, que le mari soit évincé. Wow. Je suis allé mener cette enquête à Corbeau-sur-l'Orne. Parce que Jean-Paul Mounet, qui est bassa et noir, ses enfants sont placés depuis le 3 décembre 2020, cela fera 4 ans. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont fauté, mais ont du mal à se déjuger. Je le dis ici en télévision, je vais diffuser ceci comme ça, afin que le public le sache. En France, il y a un problème noir. Je l'ai dit, comme au Cameroun, il y a un problème bamileke, en France, il y a un problème noir. Voilà, je l'ai dit. Je suis vraiment navré pour ce qui vous est arrivé en 2000. Ah non, non, non. Je suis vraiment navré. C'est pas un problème. Non, 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 ça ne change en rien. Comment va cet enfant, je pense le seul bébé placé en garde à vue en France, comment va-t-il aujourd'hui? Mais elle suit son papa, elle a l'école polytechnique. D'accord, dans une école polytechnique à quelque part. J'espère qu'elle ne sera jamais placée en garde à vue parce que je suis certain qu'elle va inventer quelque chose. Donc je t'embrasse, ma fille, pour me permettre d'appeler comme ça. Elle a une grosse ambition, c'est vrai. Elle souhaite être prix Nobel. On la suivra pour cela. Elle me le dit. Depuis l'âge de 8 ans, elle me dit, papa, j'aimerais être... Elle veut être prix Nobel de chimie. Je ne sais pas ce qu'il est. Depuis toujours, c'est de la chimie. Je vais être chimiste. Elle n'a jamais changé. Depuis gamine, je vais être la chimie, la chimie. Aujourd'hui, à l'école polytechnique, elle fait la chimie, quelque part, dans le monde. Et je lui dis, je serais tellement fier. Croyez-moi, docteur Séverin Kézeux, elle arrivera pour succéder à son père. Je suis sûr que vous obtiendrez un prix Nobel avec Kézanne qui arrive. Calez-vous bien, chers téléspectateurs. Dans quelques minutes, on vous revient avec la suite de ce programme. Vous êtes sur JMTV+. Nous allons poursuivre sur son parcours, car en 2008, il quitte la France et s'installe à Dubaï. Rebonjour, docteur Séverin Kézeux. Rebonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va très bien, formidable. Alors, pour quelle raison avez-vous décidé de quitter la France en 2008 pour vous installer ici à Dubaï? Alors, en 2007, j'avais été appelé à être conférencier à Londres. Il s'agissait d'une conférence internationale sur la sécurité des grues. Et durant cette conférence, donc quand je l'ai terminée, quelqu'un dans la salle était un Émirati, donc des Émirats de ce pays, est venu vers moi en me disant waouh, votre technologie devrait être... il faudrait qu'on puisse avoir cette technologie dans notre pays. Et moi, je lui dis, mais écoutez, où se trouve votre pays? C'est Dubaï, c'est les Émirats. Bon, je ne voyais pas très bien, je savais que c'était quelque part dans le Golfe, mais bon, moi, ça me rappelait les mille et une nuits. Pour moi, Pour le gars du Golfe. Voilà, et en fait, donc j'ai dit, écoutez, je vais regarder, on change les coordonnées, et le soir, je vais sur Internet, je regarde Dubaï. Et là, je dis, c'est pas possible. C'est des grues partout, des chantiers pharaoniques. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et le lendemain, je reçois un email, de la part de l'entreprise de monsieur. On m'invite à Dubaï. Je
dis ok, j'arrive. La semaine prochaine, la semaine d'après, je me retrouve à Dubaï, la première fois. On arrive, c'était le 1er juillet 2007. Le 2 juillet, mon premier contrat est signé à Dubaï, le lendemain. De toute façon, ils savaient, ils étaient déjà convaincus. Absolument. Et nous commençons le business avec Dubaï, à équiper les chantiers de Dubaï. Et je me rends compte lorsqu'on atteint de juillet en octobre, nous avons fait plus de chiffre d'affaires avec Dubaï qu'avec toute la France depuis janvier, depuis le début d'année. Dans 3 mois, j'ai fait 2 fois plus que ce que je fais avec la France depuis 9 mois. Ça va très vite. Et puis, je me dis, voilà. Donc, ça continue. Et en 2008, donc, il y a un chantier majeur dont nous avons le contrat avec le plus grand groupe, on va dire, de construction dans le ici. Et voilà, ce contrat représentait pour nous, en France, 10 ans de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça à peu près. Oui, il fallait faire 10 ans, c'était 10 ans de mon chiffre d'affaires qu'on me donne, là on me donne un contrat. Un contrat. En 1 heure, on vous a signé un tel contrat. Voilà, on me dit en 2008, voilà le contrat, maintenant à faire, et ça représente à peu près 10 ans, donc qu'est-ce que je dis? Et pour la bonne exécution de ce contrat, je m'expatrie. Pour quelle raison aussi je m'expatrie? C'est que en visitant Dubaï, en faisant les va-et-vient, je me rends compte, j'avais visité Dubaï et je me suis rendu compte qu'en 2 heures en voiture, j'avais vu plus de grues en 2 heures que j'en ai vu en France en 15 ans. Alors qu'en France, je sillonnais toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans des chantiers pour livrer nos systèmes, pour vous expliquer. Je comprends, la France est un vieux pays construit depuis. Absolument, bien sûr. Et Dubaï est un pays neuf, Absolument. Smart, HPC. C'est ça. Et donc, sur Dubaï, il se retrouvait, il faut savoir, à l'époque, 25%, 20 à 25% des grues de toute la planète se trouvaient à Dubaï, à ce moment-là. Donc, c'était une forêt de grues ici. Donc, c'est l'endroit où il fallait y être, puisqu'ils avaient besoin de moi. Et c'était vraiment l'endroit où il fallait implanter l'entreprise, l'anti-collision, pour réellement sauver des vies humaines. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà ce qui nous a amenés à Dubaï. Et, donc, j'avais le choix à l'époque, soit d'envoyer mes équipes, rester en France, dans ma zone de confort, envoyer mes équipes ici, implanter, ce que ferait en fait... que font tous chefs d'entreprise de façon traditionnelle, c'est ce qu'on fait. On dit, bon, on envoie les équipes et on voit comment ça se passe, pays par pays. Mais vu l'enjeu de la chose, et j'ai senti l'importance de ce développement international, j'ai pris le risque moi-même. Donc de me challenger, c'est-à-dire je laisse mon personnel sur place et je nomme l'un de directeurs France et je leur dis, moi, je viens en explorateur et je vais ouvrir la filiale ici, c'est moi qui développe, donc je me positionne comme un business development dans mon entreprise. Donc, tous mes employés en France m'observent. Si je me plante, voilà, c'est le boss qui fait le job. Donc, je viens implanter et voilà, en 2008, et 6 mois après, c'est la grosse crise économique des subprimes. Donc, vous savez, durant cette crise, Dubaï subit, les expats rentrent, les projets s'arrêtent à peu près dans le Golfe. Donc, Bernard Madoff vous a fait du mal. Absolument. Et donc là, ça faisait à peine 6 mois que j'étais à Dubaï. Donc, je dis, qu'est-ce que je fais? Les contrats commencent à s'annuler. S'annuler? Oh oui, tout à fait. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je rentre. Donc, on a une décision à prendre avec mon épouse. Et la décision, oui, c'est on reste. Parce que c'est en temps de crise que se font les meilleures opportunités. C'est en temps de crise que les entreprises doivent faire plus attention à la sécurité. Parce que si en temps de crise,
elles ont un accident. D'accord, il y a moins d'activité, mais le moindre accident a un impact sur leur réputation et ça peut être complètement la fermeture de l'entreprise. Donc, en matière de risque, quand on est en crise, il faut minimiser les risques. Alors que lorsqu'on a une expansion, ils peuvent dire, bon, c'est pas grave, si un chantier, on perd 2-3 clients, il y en aura d'autres, mais pas en crise. Et donc, je fais le pari de rester. Et l'entreprise explose littéralement dans le bon sens pendant toutes ces années de crise. Voilà. Pendant ces années de crise, c'est pendant les 5 prochaines années qui suivent, on va dire les 7 prochaines années qui suivent, littéralement, dès 2008, c'est une croissance fulgurante qui ne s'est jamais arrêtée. Vous êtes un peu américain dans l'âme, n'est-ce pas? Oui, dans ma façon de fonctionner, oui, absolument, complètement. Je me rends bien compte. Oui, je ne suis pas du tout... Vous avez beaucoup d'argent, hein? Oui. Vous parlez d'argent, c'est pas comme en France, vous Ah parlez oui, d'argent. non, bien sûr, ici il n'y a pas de tabou, non, bien sûr. Donc, vous avez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui, donc beaucoup, bien sûr. Vous êtes un homme riche? Alors, être un homme riche, je vais vous dire, non. Avoir de l'argent, oui, mais être un homme riche, non, pas encore. L'entreprise a gagné beaucoup d'argent, on a été, en 8 ans, on est passé quasiment de rien à une valeur de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, ce n'est pas rien, mais c'est encore pas grand-chose par rapport à ce que nous valons, par rapport à ce que je dois aller. Je ne suis qu'à la moitié du chemin. Voilà. M'arrêter aujourd'hui serait une erreur fatale parce que pour moi, je n'ai pas encore porté ce que je dois porter. Nous avons sauvé beaucoup de vies humaines, c'est vrai, en nous sauvant à peu près d'après nos KPI, parce que chaque fois que nous sauvons des vies humaines, nos logiciels enregistrent le nombre de vies sauvées, le nombre de blessés évités, etc. Donc, à peu près, on a sauvé à peu près une trentaine de milliers de vies sur Dubaï depuis 13 ans ici. Voilà, et puis pas qu'à Dubaï, dans le monde, où nous travaillons. Oui, nous sommes dans 11 pays. Donc, mais bon, c'est pas encore ce que j'attends. À titre personnel, oui, je pourrais pu dire, pour certains, on dit je suis riche, mais en fait, c'est faux ce que je dis. Voilà, la richesse est relative parce que pour moi, c'est pas ça. La richesse, mon papa m'a toujours dit, depuis gamin, la valeur d'un homme. Et ça, c'est très important. J'aimerais vraiment le dire à nos plus jeunes. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire. Pas du tout. Ce n'est pas ça. La valeur d'un homme, ce n'est pas son compte bancaire. Donc, ce qui importe, c'est qu'est-ce que nous faisons réellement? Comment est-ce que nous impactons notre environnement? Qu'est-ce qu'on apporte? Comment est-ce que nous faisons bénéficier de ce que nous avons à notre génération et à la future génération? C'est ce qui est le plus important. Donc, aujourd'hui, je peux considérer que pendant 30 ans, je me formais. J'étais à l'école, je me formais. Et aujourd'hui, là, j'ai 52 ans. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je pense que j'ai la maturité et l'expérience et l'expertise pour apporter maintenant à la génération qui arrive et à celle qui est présente mon expérience, mon expertise. Et c'est là où je pense que le début de ma richesse commencera. Bon, nous sommes là plus pour voir cela. Et si nous étions sollicités, nous l'accompagnerons avec nos moyens modestes. Quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent, on s'est compris. Je parle de richesse, la vraie richesse. Voilà, la vraie richesse, c'est cela. Contribuer au développement, en effet, c'est de son pays, de son continent. Tout à fait. Alors, il se passe quelque chose en Allemagne en 2009-2010. Vous êtes invité. Ah oui, par les jeunes de la diaspora camerounaise de Berlin. C'est le DAVOC. DAVOC. Oui, c'est marrant, c'est parce qu'en fait, ça faisait, en ce moment, ça faisait exactement, je crois, 25 ans que j'avais pas de contact avec le Cameroun, pas de contact avec la diaspora camerounaise, pas
pas de contact avec. J'étais dans mon coin, dans mon entreprise, dans ma technologie. Et voilà, je voyais mon produit, mon entreprise, mes clients. Voilà, et ma vie, et ma famille. Mais voilà, je n'ai pas de contact avec le Cameroun, avec personne. Et là, un jour, mon assistante m'appelle, me dit, vous avez un jeune qui veut vous parler. Je lui dis, oh, ah bon, donc c'est un client, un partenaire, un banquier? Non, c'est un jeune, mais il va speaking French, il parle français. Je dis, mais ok, c'est qui? Elle le reprend, elle donne son nom, donc elle me donne le nom d'un jeune Camerounais. Je dis, bon, je ne le connais pas. Donc voilà, c'est Jérôme, il s'appelle, c'est nom Jérôme Montenana. Donc je dis, ok, passez-le-moi. Et donc ce jeune prend le téléphone et il me parle très convaincant. Il me demande d'être, pas parrain, mais d'être leur invité d'honneur au DAVOC de Berlin. Qu'est-ce que ça signifie Davos? Le DAVOC, c'est en fait une forme de Davos pour eux, dans leur esprit, mais pour les Camerounais. Donc c'était très bien. L'idée était, en fait, il me l'a vendu comme s'il m'a dit, c'est vrai, le Davos, oui, vous êtes au courant du Davos, oui, mais en fait, on le fait, nous avons le nôtre, mais pour les Camerounais, donc c'est le DAVOC pour le Cameroun, avec C. Waouh. Donc, il me demande d'être présent. Je lui dis, bah, pourquoi faire? Je ne connais pas la diaspora camerounaise. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis dans mon monde, en fait, complètement dans ce que je fais. Je ne suis pas du tout... J'ai aucune nouvelle du Cameroun depuis 25 ans. Je ne sais même pas... Il me dit, non, c'est... Voilà, c'est truc économique, on aimerait vous avoir. Il me convainc. Je lui dis, ok, Jérôme, j'arrive. Et je me rappelle l'histoire, il me dit, oui, voilà, on vous envoie un billet d'avion, vous voyagez, comment est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous... Bon, il était franchement très intéressant ce jeune homme en fait. Après, j'ai appris à le connaître. Et en fait, je trouve que c'était pas si jeune homme que ça. Bon, il est plus jeune que moi, c'est un jeune homme, mais non, c'est un ingénieur important en Allemagne, chez un de mes partenaires SAP avec qui nous travaillons. SAP. Ah oui, bien sûr. Je suis marié, américaine et allemande et américaine. Mais bon, donc il ouvrait bénévolement pour cela, parce que c'est un amoureux du Cameroun, que j'ai compris plus tard. Donc je dis, ok, j'y serai. Donc il voulait savoir comment je voyage, parce qu'ils doivent m'envoyer des billets d'avion, pour les autres hôtels, et ça. Et là, j'ai vu son hésitation très, très, très courtoise, ce jeune homme très bien élevé, et je lui dis, non, si je vous ai dit que je viens, vous m'attendez simplement à l'entrée. C'est mon problème. Ne vous occupez pas de moi. J'arrive. Faites-moi confiance. Je n'ai pas besoin ni d'un billet d'avion, ni d'un hôtel, pas du tout. Ma logistique me concerne, ne vous concerne pas. Je viens honorer ma présence. Donc je suis arrivé. Et j'ai été émerveillé en fait par les jeunes Camerounais de la diaspora allemande. Très dynamique. Je vous assure, vous savez, je connaissais un peu en France à peu près, mais de loin, ce que font les Camerounais. Mais en Allemagne, j'étais étonné. Le dynamisme de ces jeunes, ils m'ont donné, c'est un coup de foudre. L'amour, donc. Et c'est vrai, et c'est pas tout. Ils avaient avec notamment leur ambassadeur. À l'époque, oui, ils avaient une telle complicité. Et en fait, il s'avère que, vous savez, ça faisait longtemps, je n'étais pas rentré au Cameroun, 25 ans, et j'ai parti. Et en fait, je parle à l'ambassadeur, et je le regarde. Je ne connaissais pas son nom au départ, puisque je ne connaissais personne du Cameroun. Donc t'es assis dans ta table d'honneur, et je le regarde, et son visage m'est familier. Comme un père pour moi. Oui. Et jusqu'au moment où j'ai entendu son nom, et je lui dis, mais alors nous avons une discussion d'apartheid. Parce que je dis, mais attendez, est-ce que vous avez une parenté avec
sont pareils, parce que qui était, pour moi, j'étais un enfant. Mon ami d'enfance, c'est telle personne. Son papa, c'est lui. Et j'étais tout le temps à la maison, chez nous, et chez lui, comme mon papa. Et il me dit, c'est mon frère. Et là, déjà, il y avait cette ambiance, c'est que les Camerounais, avec leur ambassadeur qui était tellement jovial avec eux, très comme un père pour eux. Et cette relation, le courant est tout de suite passé entre lui et moi, parce qu'en fait, moi, je ne le connaissais pas, mais je connaissais son frère qui était à Bafoussam quand j'étais au collège et au lycée. Voilà, et nous avons échangé dans ce sens. Et en fait, tout cela contribuait à me redonner vraiment la flamme pour le Cameroun à ce moment-là. Revient en vous ce fameux cahier du retour au pays natal. Absolument. Absolument. Ouais. Et là, l'année qui suit, vous êtes de nouveau invité. Je suis de nouveau au Cameroun cette fois-ci. Ouais, au Cameroun cette fois-ci, je suis Mito Dabok et là, j'ai naturellement accepté. Ouais. J'ai naturellement accepté, oui. Et dans la salle de conférence, les autorités camerounaises sont là. Oui, c'est au Palais des Congrès, oui, c'est ça. Vous ne connaissez personne? Racontez-nous cette histoire, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'ai toujours mon simple, je ne sais pas dire mon franc-parler, je préfère dire mon simple parler. Et en fait, oui, c'était au Palais des Congrès. Et donc, j'étais sur l'estrade, et puis donc, voilà, comme conférencier. Et il y avait donc, il y avait, je sais pas, peut-être 350 personnes à peu près, je pense, dans la salle, elle était pleine. Et il y avait au premier rang la totalité du gouvernement. Mais oui, la totalité. Il y avait le Premier ministre, puisque puisqu'il y avait un discours d'introduction, etc. Donc j'ai écouté, j'ai compris. Il y avait un Premier ministre, il y avait la totalité des membres du gouvernement étaient tous présents. Et en fait, ils étaient tous présents, sauf le président de la République, qui n'était pas présent. Donc tout le monde était là. Et moi, j'avais atterri la veille, en fait. Donc je plonge au Cameroun après 25 ans. Et en fait, il s'avérait que je ne connaissais en fait personne. Donc moi, c'était des visages, je ne connaissais aucun visage. Je ne connaissais personne. J'étais comme un extraterrestre, mais dans mon pays. Mais j'avais l'amour de mon pays. Je suis venu, on m'a fait venir là, et j'étais tellement heureux d'être là. Et donc, moi, dans mon franc-parler, donc je leur explique voilà ce que j'aimerais faire dans mon pays et le fait que, voilà, je demande de m'excuser, ce qui est naturellement du fait que je ne connaisse, je ne connais pas le Cameroun, je ne connais personne dans la salle. Et effectivement, je me rends compte que ça fait un froid, parce que il y a un froid pendant quelques secondes. Bon, moi, je prends des Yaoundé qui ne connaissent personne. Voilà. Et je leur dis, oui, pour preuve, ce que je vous dis ça, je ne connais pas le nom du Premier ministre. Et la vérité, c'est que je ne sais pas lequel est Premier ministre. J'imagine où il est assis, mais je ne suis pas sûr. Je ne connais pas qui est le Premier ministre, je ne connais pas le nom du Premier ministre, je ne connais le nom d'aucun ministre. Et je leur ai dit clairement, et tous sont devant moi, et c'est sincère, c'est vrai, je parle avec mon cœur, mais de façon simple, naturelle, je ne le fais pas. Et je dis, la seule personne que je connais, c'est le président Paul Biya. C'est la seule personne que je connais. Lui, il est éternel. Que j'ai vu quand je partais, à 18 ans, et là aujourd'hui, je ne connais personne. Donc j'aimerais, voilà, comprendre, parce que... Et là, c'était un silence dans la salle, dire... Et quelques minutes après, 2-3 minutes, quelqu'un s'est levé et m'a ovationné. Quelqu'un s'est levé. Quelqu'un s'est levé, parce que je ne connais personne à ce moment-là. Mais plus tard, je vais comprendre qui c'est. Oui, bien sûr. Ça devait être un ministre, c'est sûr. Oui, non, bien sûr, j'ai compris. Après, c'est un ministre, il s'est levé. Il s'est levé, standing ovation, et c'était un standing ovation de tout le palais de congrès. Et ça m'a fait chaud au cœur, parce que c'est là vraiment demandé un standing ovation pour m'accueillir. Malgré le froid que j'ai suscité en disant... Et qui était ce ministre-là? Vous avez fini par... Oui, bien sûr, bien sûr. Dès le lendemain,
Dans la soirée, il m'a contacté tout de suite. Il s'appelait, donc c'est Grégoire Ouona. Grégoire Ouona. Absolument. Il m'a contacté le même soir et on s'est vu. Donc il a organisé une audience à la présidence officielle. Donc on s'est rencontrés, on a eu des discussions. Et j'ai rencontré quelqu'un, ce que je vous dis est très... c'est le public, hein, c'est pas... il n'y a rien à cacher. À ce moment, je rencontre quelqu'un qui est soucieux. Il veut faire des choses qu'il n'arrive pas. Grégoire Ouona veut faire des choses pour son pays, mais il n'y arrive pas. Qu'il n'y arrive pas. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Il me le fait comprendre. Il me le fait comprendre que... donc, il me donne un conseil. Il encourage réellement ce que j'aimerais faire. Ce que je fais déjà à l'Occident, mais ce que j'aimerais apporter pour le Cameroun. Il est conscient de l'importance, mais il est conscient de la difficulté et des difficultés que je vais rencontrer. Et il me le dit. Oula. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que... En ce moment-là, vous voulez investir. Oui, bien sûr. Vous avez de l'argent pour investir. Oui, je suis venu avec 1,5 milliard de francs CFA. Oui, pour investir au Cameroun. Oui. Et voilà, il est conscient de cela. Il me dit, il me met en garde. Attention. Il me met en garde contre la mauvaise gouvernance. Grégoire Ouona. Oui, bien sûr. Qui est toujours ministre, qui est encore ministre, oui, bien sûr. Parce que ça n'a pas changé depuis. Hein, non, bien sûr. Grégoire Ouona, ministre, en 2010, vous met en garde contre la mauvaise gouvernance. Oui, bien sûr. Contre la corruption. Oh là. D'accord. Non, il m'en parle, il me met en garde parce que c'est un souci. Et je vois en lui, en ce moment-là, moi je vous dis, je n'ai pas eu de contact avec lui depuis l'époque, mais là on est en 2010. Je retrouve quelqu'un qui réellement veut faire quelque chose, il n'arrive pas. Et il se confie à moi. Il me dit, voilà vos problèmes que vous allez rencontrer. Donc, problème de gouvernance, on se bat pour cela, mais on n'y arrive pas. Corruption généralisée, on n'a pas de solution. Il me le dit. Moi, je connais. Donc, il prend la peine de me l'expliquer parce qu'il sait, il a été convaincu que je ne connais pas le Cameroun. Je ne sais rien, donc je vais aussi dans un Eldorado que je ne comprends pas. Donc, il m'explique. Il me dit, voilà. Donc, précisément, il me dit, voilà ce qui se passe. Et où ça a été... parce que j'ai l'habitude d'aller fonctionner dans des pays compliqués. Nous sommes dans 11 pays, en Arabie Saoudite, au Qatar, dans différents pays. Mais là, dans ce tête-à-tête... au sein de la présidence de la République. Oui, la présidence, bien sûr, bien sûr. Je comprends sa difficulté qu'il rencontre sur moi en ce moment-là. Et il essaye de me dire vraiment, voilà les difficultés que vous allez rencontrer dans le Cameroun. Ça veut dire est-ce qu'il faut abandonner ou est-ce qu'il faut faire? Et là, il fait un acte, il pose un acte ce jour-là. Oui, j'en parle. Je ne suis pas content avec lui, moi je parle librement. Parce que c'est que de la vérité, simplement. Il me dit, voilà, mon numéro de téléphone personnel. Si quelqu'un veut vous mettre les bâtons, comme on dit, les bâtons dans les roues, pendant votre processus, voici mon numéro personnel. Vous m'appelez pour qu'il intervienne. Pour éviter cela, parce qu'il sait que ça va arriver. C'est arrivé à Jean-Emmanuel Fond. Et en fait, ça m'a fait la peine. Moi, personnellement, j'apprécie. Je lui ai dit. Mais personnellement, ça m'a fait la peine pour mon pays et pour lui-même. Parce que c'est là où j'ai compris que quelqu'un se bat. Mais vous allez vous battre jusqu'où? Vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas être une solution individuelle à mon problème.
en fait, c'est pas ce que j'attends d'un pays. Donc, ça veut dire là, il essaye de résoudre à son niveau, personnellement, se dire, bon, écoutez, au pire, si ça se produit, donc ça veut dire au coup par coup, je vais pouvoir intervenir pour vous éviter ce qui se passe là encore. En fait, voilà, parce que j'aimerais que vous investissiez vraiment au Cameroun, j'aimerais que vous soyez un enfant qui revient. Donc je me bats, en fait, je vais me battre, il s'engage. Et c'est réel, je le vois, c'est sincère. Il a fait ça pour son pays. Moi, je ne le connais pas plus que ça. On s'est vu pendant cette phase-là, 2 semaines, à peu près, on s'est revu quelques fois, mais sans plus. Dans le cadre de l'entreprise. Mais j'ai vu cette sincérité. Il a vraiment voulu. Il a dit, OK, je le fais de cette manière. Mais moi, j'ai pensé, ça m'a fait pas la peine. Je me suis dit, le problème n'est pas moi. C'est qu'il faut une gouvernance et un canevas pour les affaires, de telle sorte que vous, à la présidence, vous n'avez pas besoin d'intervenir pour, en fait, aider une multinationale qui veut s'implanter. Qui veut créer des emplois. Des emplois, etc. Au Cameroun, voilà, vous êtes en train d'intervenir pour, en fait, dans l'intérêt du Cameroun. Ça, c'est dans l'intérêt de faciliter, d'organiser les choses pour éviter qu'on se fasse escroquer ou corrompre, ceci. Je ne sais rien, je ne sais pas. Vous n'avez peut-être pas vu le sujet avec Jean-Emmanuel Fombi, diffusé sur JMTV+, en avril 2020. Il est allé au Cameroun avec un concept qui aurait, à son niveau, révolutionné au Cameroun et permettre la bonne gouvernance. Mais ce monsieur s'est retrouvé en prison. N'eût été l'intervention de M. François Hollande, président de la République en exercice français, Jean-Emmanuel Fombi serait peut-être mort en prison. Et aujourd'hui, il a traîné le Cameroun devant le CIRDI aux États-Unis. Donc, cela aurait pu vous arriver en 2010. Voilà certainement pourquoi De Boaona vous a dit, si quelqu'un vous dérange, appelez-moi tout de suite. D'accord. Il vous a peut-être sauvé la vie. Peut-être. Peut-être. Non, mais c'était louable de sa part. Mais moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, à ce moment-là, je lui dis, OK, bon, de toute façon, je vais le vérifier. Puisque j'ai besoin, j'avais 2 projets précis pour le Cameroun à ce moment-là, dont l'un était de mettre en place un centre de maintenance industrielle, donc de formation, un centre de formation en maintenance industrielle à EDEA. Et ça, à EDEA, oui. C'est un projet que j'avais de le mettre en place dans cette région pour des raisons précises qui me sont propres. Je voulais mettre à cet endroit. Et le second projet, donc ça c'était avec le ministère de l'industrie. De la formation professionnelle. Okay. Voilà, donc sous la forme d'un partenariat, je crois, public-privé, quelque chose de ce genre, ça s'appelait comme ça à l'époque, et dont nous finançons la totalité. Je vais dans ces circonstances, je finance la totalité, nous gérons le projet. Et le second, donc, était avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour mettre en place, donc, en fait, une nouvelle, en fait, permettre, en fait, aux étudiants et chercheurs camerounais dans tous les centres de recherche d'avoir l'accès à l'informatique, à l'Internet à très haut débit, avoir l'accès aux technologies de l'information librement. En fait, c'est ce qu'on appelait en fait un concept de cybertechnologie que je voulais implanter dans tous les centres, en fait, partout. Et de vos propres fonds. Oui, bien sûr. Dans les réalités du Cameroun. Non, j'investissais, c'était mon projet. Et donc, mais c'est... En fait, et là, effectivement, M. Grégoire Renard, il a vraiment... Il a prouvé ce qu'il disait, puisque moi, je lui ai dit, voilà, ce que je souhaite faire. Donc, bien sûr, des gens m'ont dit au Cameroun, non, attendez, ce genre de projet, il vous faut 2-3 ans pour que ce soit signé, parce que tout le monde va vouloir vous ralentir pour une corruption, pour avoir des dessous de table par-ci, par-là, etc. Et en fait, vous dire réellement, les 2 contrats
d'accords cadres, donc de partenariat avec le gouvernement, ont été faits tous en une semaine. On été signés en une semaine. Peut-être parce qu'on savait que les gens sont derrière vous. Non, attendez, c'était une semaine, bien sûr, attention. Par le fait que, bien sûr, les projets étaient importants pour le Cameroun, apportaient des solutions à des vraies problématiques, mais surtout, comme je vous ai dit, Grégoire Ona était très clair. Il avait dit, voilà, je vous éviterai... Non, aucun problème. Ça veut dire qu'il était en dessous de... Ah oui, non. Il agissait. Non, mais bien sûr, il était très clair. Il était... Grégoire Ona a un jour fait quelque chose de bien dans ce... Non, absolument. C'est lui qui a pris son téléphone pour appeler le ministre de la... je peux parler parce que moi je ne connais pas ces gens, puis sur le parti je ne les connais pas plus qu'aujourd'hui. Il appelait le ministre de la formation professionnelle qui était en... Heureusement, il a eu l'amabilité de revenir parce qu'il était en plein ramadan dans le nord. Donc, a pris un avion, je me rappelle, pour revenir, pour le signer, parce j'avais l'agenda, il fallait que je reparte en fin de semaine. Et il appelait le ministre de l'enseignement supérieur à ce moment-là. Son nom, c'était Jacques Famendongo, voilà, c'est ça. C'est toujours le même, ça n'a pas changé. Ah, d'accord. Les choses ne bougent pas au Cameroun. Monsieur Jacques Famendongo est voilà. un poste, il est ministre d'État. Et c'est ainsi que on s'est vus et tous les contrats ont été signés en l'espace d'une semaine. Donc, on a fait quelque chose de bien. Oui, je le confirme. J'espère retrouver son numéro de téléphone, je ne l'ai plus, pour lui envoyer cette séquence-ci afin qu'il comprenne l'hommage qu'il lui a rendu et surtout. Bon. Oui, bien sûr, c'est des faits. Je vous donne des faits. Hein. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre, de pratique. Je vous donne des faits. Voilà. Alors, finalement, ces deux projets ne sont jamais faits. Oui. Pourquoi? Alors, parce que lorsque nous avons... alors là, ça n'a pas été au niveau maintenant, voilà, c'est pas au niveau ministériel ou voilà, puisque c'est signé, les contrats sont là. Et lorsqu'il a fallu passer à la phase de mise en œuvre, donc l'entreprise SK Solutions a été créée, tout ça a été fait. Donc nous avons nommé un directeur camerounais qui en plus avait fait une dizaine d'années à la diaspora. Donc je me suis dit, voilà, la personne qui va diriger. Donc les équipes, tout était déjà mis en place, les recrutements étaient en cours, nos équipes de Dubaï étaient en train de préparer leur départ pour aller faire les formations, etc. Mettre en place. Et on s'est rendu compte que, en fait, le problème de gouvernance dont Grégoire on en avait parlé, était réellement disséminé, y compris vraiment au niveau de la population, au niveau du privé, des mentalités. C'était plus que ce que... le ministre vous avez pris. Ouais. J'ai dit, c'est pas possible. Il y a un problème au Cameroun. Les mentalités doivent vraiment changer. De manière concrète, quelles difficultés avez-vous rencontrées afin de pas un plan qui vous empêche d'implémenter ces deux idées-là? Vous savez, dans des personnes où, pour certaines mentalités, on confond l'argent public, l'argent privé, l'argent d'une entreprise et son argent personnel. Vous voyez, toutes ces choses, c'est tout simplement, j'appelle ça la gouvernance. Appelons le chien par son nom. Si c'est Médor, c'est Médor. Est-ce qu'à chaque étage, on vous a demandé du bakshish? Oui, ça, je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'on vous l'a demandé au Cameroun? Oui, bien sûr. Bien sûr. Chaque étage? Oui, ça, je n'ai pas fait. Et ça, c'est un élément qui m'a effectivement... Vous avez des gens à recruter? Non, pas du tout. Non, mais pas à ce stade. Dans le projet? Non, parce que la personne, la direction du projet ne nous correspondait pas. Ne correspondait pas, tout simplement. Nous avons des principes dans SK Solutions de gouvernance, comme toute entreprise. Donc nous avons signé, nous avons certains accords internationaux qui nous permettent d'opérer dans les pays où nous opérons. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en matière que ce soit de lutte contre la corruption, de lutte contre la mauvaise gouvernance, y compris en interne. Donc quand nous mettons une filiale au Cameroun, il faut qu'elle respecte certaines choses. Donc une certaine façon de travailler.
Donc cette façon de travailler n'a pas été compatible avec nos façons de travailler. Donc nous avons tout simplement rebroussé chemin. Alors, je résume, si je me trompe, c'est la mauvaise gouvernance du Cameroun, c'est la corruption généralisée. Oui. Ce sont ces deux faits-là qui vous empêchent finalement de vous implanter au Cameroun. Ai-je bien résumé la chose? Oui. Cela signifie que si les choses évoluaient positivement, donc si la gouvernance du Cameroun devenait vertueuse aujourd'hui, vous envisagerez d'y retourner, implanter ces deux idées, et même bien d'autres. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça me mérite ce que, chers téléspectateurs, on se retrouve, qu'allez-vous bien, on se retrouve dans la troisième partie de cette émission pour vous parler de cette plateforme qui va bientôt révolutionner le monde, une plateforme qui est au-dessus, tenez-vous bien, de Google, des Facebook, des WhatsApp, au-dessus de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, créé par le Dr Séverin Kézé. A tout de suite. Vous êtes sur JMTV+.